La semaine passée, Docteur Le Point s'est penché sur l'état de santé de la droite. Cette semaine, c'est au tour de la gauche de passer son examen clinique avec un check-up du Parti socialiste en particulier, puisque nous recevons deux ténors de cette faction, Micheline Calmiret et Manuel Valls, respectivement ancienne présidente de la Confédération et ancien Premier ministre français. Un Parti socialiste qui vit peut-être ses derniers jours en France. Anne Hidalgo, candidate à la présidentielle, est donnée pour l'instant autour de 5% d'intention de vote. Et ensuite, en Suisse, la chute est plus lente, mais tout aussi frappante. Le Parti socialiste fait les pires scores de son histoire moderne sur le plan fédéral. Et vous me direz, mais forcément, on ne les entend plus, ces socialistes. Et quand on les entend, on ne les comprend pas vraiment. Mais qu'est-ce qu'ils pensent, en fait, des grandes questions du moment? L'Europe, la crise migratoire, le climat et la paupérisation des classes populaires. N'ont-ils plus rien à dire ou tout simplement le disent-ils mal? Y a-t-il seulement encore un avenir pour le socialisme aujourd'hui? Eh bien, on en débat ce soir dans Le Point, avant de retrouver, comme chaque semaine, en fin d'émission, le point de vue, lui, toujours apolitique, d'Alexandre Kominek. Bienvenue à vous toutes et tous sur L'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités ce soir autour de cette table. Je vous l'ai dit, l'honneur de recevoir deux figures ou ex-figures du Parti socialiste. Je commence par vous, Manuel Valls, qui avait fait le déplacement de Paris exprès pour nous rejoindre. Bonsoir et merci. Bonsoir, merci à vous. Monsieur le Premier ministre, qui n'avait effectivement plus votre carte du Parti socialiste depuis 2017, date à laquelle vous aviez décidé de soutenir Emmanuel Macron. Alors on rembobine un peu, longue carrière au sein du PS français, canal rocardien, ministre de l'Intérieur sous François Hollande, puis Premier ministre. Vous vous portez candidat à sa succession, mais le PS vous préfère Benoît Hamon. Vous claquez alors la porte du parti pour rejoindre l'actuel président des Français. En 2018, nouveau badaboum, vous briguez la mairie de Barcelone qui se refuse à vous et vous voilà de retour en France avec un livre paru ce printemps, Pas une goutte de sang français, puisque vous êtes effectivement d'origine catalane et suisse par votre mère tessinoise, un grand européaniste de chair et d'esprit. Et d'ailleurs, qui incarne aujourd'hui vos valeurs, Manuel Valls? Pour qui voterez-vous à la présidentielle? D'abord, je n'en sais rien, puisque, ayant pris du recul, je commente, j'écris, mais je n'ai pas pris, pour le moment, part dans ce débat. Au fond, moi, j'ai envie de voter pour celui qui réconciliera d'abord les Français avec eux-mêmes. La France est un grand pays qui ne va pas trop mal sur le plan économique, mais qui s'interroge souvent sur son destin. Et puis, évidemment, avec toujours une idée, faire barrage, même si ça ne suffit pas, pour bâtir un projet d'avenir, mais faire barrage à l'extrême droite et à tout ce qui divise le pays qui est le mien. Mais vous vous sentez toujours un homme de gauche? Moi, je reprends toujours cette très belle phrase de Camus. Je mourrai à gauche malgré elle et malgré moi. Alors c'est un peu désespéré, vous me direz, ça ressemble beaucoup à Albert Camus. Ma gauche, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose pour les nouvelles générations, mais elle est profondément républicaine. C'est celle de Clémenceau, c'est celle qui assume la République, la laïcité, son histoire, la justice sociale bien évidemment aussi, et qui pense que la France a toujours un destin. Et je n'ai jamais supporté au sein de la gauche ces étiquettes qu'on vous met, ces excommunications, ces exclusions, et je suis malheureux de voir la crise de la gauche, qui est une crise, on va en parler, générale en termes d'idées, mais qui traite aussi avec ses traces, ses sources françaises qui expliquent l'état de la gauche aujourd'hui, au-delà de la conjoncture et de l'élection d'Emmanuel Macron il y a presque 5 ans. Micheline Calmiret, bonsoir, Madame la Présidente. Qui avez-vous toujours votre carte du Parti socialiste? Micheline Calmiret, ancienne présidente de la Confédération et ministre des Affaires étrangères durant 9 ans, très active sur le plan international, c'est suffisamment rare chez nous pour le signaler, et très impliquée aussi dans les affaires européennes. C'est vous qui avez signé les accords bilatéraux 2 avec l'Union européenne avant de présider le Conseil de l'Europe. Vous prônez toujours d'ailleurs le rattachement de l'Europe à la Suisse, du moins dans l'idée de la neutralité. C'est le thème de votre dernier ouvrage, Pour une neutralité active de la Suisse à l'Europe. Un ouvrage préfacé, mais tiens donc, par François Hollande. Ça vous fait encore un point commun avec Manuel Valls. Est-ce que vous vous retrouvez dans la gauche que Manuel Valls vient de décrire? Est-ce que c'est la même gauche que vous partagez? Non, je pense que oui, bien sûr. Là, ma gauche, ça veut toujours dire à peu près ça veut toujours dire
en principe, les mêmes principes, on défend les mêmes principes. On est du côté de tous ceux qui sont du mauvais côté, je veux dire, des rapports de force. On est du côté de la défense des plus faibles, et on est du côté de la défense des services publics. Et donc, de ce point de vue-là, oui, on est dans le même camp, hein, je veux dire. Seulement, bon, les partis politiques, le Parti socialiste en Suisse n'est pas dans la même situation que le Parti socialiste français. Et je dirais la gauche en Suisse n'est pas... Parce que vous avez signalé dans la présentation du sujet que le Parti socialiste suisse perdait des voix. C'est vrai, il en perd, mais au profit des Verts. Et ça, c'est le thème du débat, Madame la Présidente. Oui, c'est le thème du débat, au profit des Verts, mais la gauche gagne. La gauche, quand elle est unie, elle gagne. Donc il y a quand même de l'espoir. Moi, je ne suis pas aussi désespérée que Manuel Valls quant à l'avenir de la gauche. Parfait. Et donc, on va voir toutes ces problématiques. Ça va nous animer durant toute cette heure. Et vous, Philippe Val, bonsoir. Bonsoir. Qu'on ne présente plus, un autre super débatteur ici chaque semaine, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter, un homme et un citoyen historiquement à gauche, mais de quelle gauche aussi précisément, comme ça on saura d'où on parle aujourd'hui autour de cette table. Comme journaliste et comme écrivain, que mes idées politiques n'ont pas vraiment d'importance. Ce qui intéresse, c'est l'humain qui intéresse le journaliste et l'écrivain. Le citoyen, il a toujours été, oui, dans cette gauche, qui est celle de Manuel Valls d'ailleurs, qui est la gauche plutôt social-démocrate. Moi, je suis un social-démocrate mal élevé, en gros, qui emmerde un peu ses voisins, qui sans doute pas très discipliné. Mais quand même, de cette famille-là, même si... on a pu regretter que Rocard manque certaines grandes occasions, ce qui tenait peut-être à son caractère, mais il avait beaucoup de qualités. Sa gauche est un peu la mienne. Voilà. Des libertés, de la justice sociale, de la laïcité, l'héritage, comme le disait Emmanuel, des grands historiques, Clémenceau, une bonne partie de Blum aussi, vraisemblablement, plus récemment chez les philosophes Camus. On est des héritiers de l'affaire Dreyfus. D'une certaine façon, on est tous plus ou moins... L'affaire Dreyfus nous définit, a défini nos idées politiques. C'est typiquement français. C'est cette gauche-là. On n'a pas les mêmes références. Mais aujourd'hui, justement, Philippe, pas du tout les mêmes références. Vous savez pour qui vous allez voter? Vous avez déjà fait votre choix? Ce sera un Hidalgo ou qui d'autre? Non. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. J'attends parce que c'est trop tôt. Non, pas quelqu'un qui... les partis qui s'occupent trop des communautés et des communautarismes, c'est-à-dire pour l'instant la majorité des partis, l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est ceux qui font la une des titres en ce moment, m'intéressent absolument pas. Non, pas pour la raison d'ailleurs qu'ils divisent, comme le disait Manuel Valls, c'est des partis qui divisent, et on n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment. Alors effectivement, vos deux voix désertent le PS. Vous n'êtes pas les seuls. Hein. Ce PS français, effectivement, va très très mal. Anne Hidalgo est donnée à 5%, comme je l'ai dit. Pendant l'introduction, c'est pire que le résultat de Benoît Hamon à la dernière présidentielle, qu'on imaginait pourtant un cataclysme. Qu'est-ce qui se passe au PS français, Manuel Valls? En 2014, je venais d'être nommé Premier ministre et j'avais dit que la gauche pouvait mourir. Alors j'avais rectifié ensuite en disant que c'était le Parti socialiste, puisque d'abord... la gauche, au fond, dépasse les frontières des partis. C'est un mouvement profond qui s'inscrit. Nous avons tous une main droite, une main gauche, et c'est ce mouvement qui nous agite les sociétés, mais qui nous agite tous au fin fond de nous-mêmes, parfois avec l'âge, entre le progrès et le conservatisme. Et c'est ainsi, au fond, que la démocratie respire, même s'il y a de nouveaux courants politiques en France et en Suisse qui viennent du national-populisme ou de l'écologie. On a donc une diversité aujourd'hui. On ne va pas faire une thèse ici, une conférence, ça serait ennuyeux, mais au fond, la gauche en général n'a pas su répondre aux conséquences de la chute du mur de Berlin, ce que cela représentait. Au fond, a vu disparaître son ennemi héréditaire qui était, et son cousin héréditaire qui était le Parti communiste, a eu beaucoup de mal à répondre aux conséquences de la globalisation économique qui a mis en cause les frontières de l'État-nation et l'État social, puisque nous nous revendiquons, oui, d'une force de l'État qui d'ailleurs a retrouvé, paradoxalement, avec la lutte contre la pandémie, a retrouvé des moments de gloire, parce que pour la santé, pour protéger les citoyens, pour protéger l'économie, on a besoin de l'État. Et puis,
surtout en France, mais je sais que ces débats existent aussi en Suisse, n'a pas su répondre au surgissement de l'âge identitaire, je ne veux pas être savant, mais au fond, avec un siècle qui s'ouvre avec le 11 septembre 2001 et les attentats des États-Unis. Et la gauche en France s'est fracturée et sur des sujets très importants autour de la République, la laïcité, les communautés, le rapport à l'islam, le rapport à Charlie Hebdo, parce que c'est un moment très important, et Philippe Val le sait pleinement, et elle s'est divisée, fracturée, et c'est pour ça que j'ai parlé, Madame la Présidente parlait de l'unité de la gauche, elle avait un sens à un moment, un mouvement historique du néo-19e siècle, mais elle s'est fracturée en France, et c'est pour ça que j'avais évoqué les gauches irréconciliables, puisque nous considérait que ceux qui s'alliaient avec les islamistes, avec ce qu'on appelait l'islamo-gauchisme, avec les ennemis de la République, avec les ennemis de l'égalité entre la femme et l'homme, se trompaient et rendaient impossible toute alliance. Et c'est ça qui a mis en grande difficulté. La France a eu de la chance avec l'élection d'Emmanuel Macron. C'est un jeune président progressiste, réformiste et européen, mais elle aurait pu succomber dans le populisme, au moment où il y avait un rejet profond des partis, et parce qu'elle n'a pas su répondre, si je résume mon propos trop long, elle n'a pas su répondre aux grandes questions qui se sont posées à la France, mais en général, on a vu ces difficultés un peu partout, alors qu'il y a de quoi faire sur la lutte contre les inégalités, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, évidemment la question centrale du réchauffement climatique, et par paresse, elle a épousé, moi je suis un optimiste, hein, contrairement à la première phrase que j'ai prononcée, elle est dans un pessimisme permanent, dans un monde qui s'écroulerait, elle n'offre pas un récit. Et qui offre le récit aujourd'hui? Les écologistes ou les extrêmes. On va venir justement, est-ce que c'est la même chose pour le Parti Socialiste Suisse? C'est de pas réussir à offrir un récit. La première chose que je voudrais dire, c'est que la gauche en Europe ne perd pas partout. Et en particulier, le Parti Socialiste, le SPD en Allemagne, vient de gagner. Enrico Letta en Italie fait de très bons scores, il relève le parti. En Espagne, c'est M. Sanchez. Donc, on ne peut pas généraliser la dégringolade du Parti socialiste français à l'entier de l'Europe. Moi, j'ai assisté à un festival du journalisme en France, organisé par le journal Le Monde. Et puis, je pestais contre des interventions, je le dirais, de Mme Taubira, de Mme Poulvard, en disant à un journaliste, non, mais enfin, ces gens-là ont coulé le Parti socialiste en mettant les divergences sur la table avec François Hollande. Et la journaliste m'a répondu, mais madame, vous ne pouvez pas comparer avec le système suisse. En France, la seule manière pour les opposants à la politique du président qu'ils jugeaient néfaste pour la gauche, c'était de sortir publiquement. Alors qu'en Suisse, on n'a pas du tout les mêmes relations. Vous voyez, en France, vous avez un régime présidentiel. En Suisse, on n'a pas ça comme relation entre le Parlement et l'exécutif. Moi, je ne pouvais pas dicter à la fraction socialiste son attitude au Parlement. Les relations sont très différentes, le pouvoir est très décentralisé. Et donc, ça donne une politique beaucoup plus concrète, beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus sur le terrain. Ajoutez à ça la question de la démocratie directe, le fait que nous votons régulièrement sur des sujets concrets et que le Parti socialiste doit prendre position sur des sujets concrets. Ce n'est pas qu'il ne dit rien, c'est qu'il est obligé de prendre position. Et ça, c'est des éléments qui font que ça nous différencie. Par contre, là où je vois des évolutions semblables, c'est que le Parti socialiste et les partis de gauche en général ont commencé à devenir moralisateurs. On dit aux gens, vous devez faire ci. Et les gens, ils n'aiment pas ça. Je veux dire, ils attendent d'un exécutif qu'on prenne des décisions, qu'on leur donne une vision, qu'on leur donne une voix, mais non pas qu'on leur dise « vous êtes des mauvais, des méchants, vous ne comprenez rien si vous ne faites pas ci et ça ». On est devenu, la gauche, beaucoup trop moralisatrice. Mais sur quel sujet, par exemple ? Par exemple, l'environnement, par exemple, les sujets de société, par exemple. Tous ces sujets-là, on vous dit... Vous devez voter comme ça, sinon vous n'êtes pas dans le droit chemin quelque part, hein, vous êtes à côté du problème. Alors la gauche est devenue moralisatrice au lieu d'assumer son rôle. Et c'est pour ça que son discours est parfois ambigu, mal compris, mal accepté par les gens. Il ne
correspond pas à ce que les gens attendent. Les gens attendent, par exemple, que vous leur donniez des solutions aux difficultés qu'ils vivent aujourd'hui, que vous essayiez de corriger les inégalités, que vous gérez la pandémie de façon correcte. Les gens attendent de vous un certain nombre de choses concrètes. Or, vous leur dites, si vous ne nous suivez pas, c'est carrément des actes de foi qu'on leur propose. Si vous ne nous suivez pas, vous n'êtes pas correct, vous n'êtes pas dans le droit chemin, vous ne pensez pas à gauche, vous êtes des vilains qui vous droitisez quelque part. Vous excommunient. Ils vous excommunient. Et ça, franchement, cette évolution-là est très, très dangereuse pour les partis comme les nôtres. Et c'est pour ça que le régime suisse, finalement, est un régime qui est plus, disons, dans la mesure où il est obligé d'être pragmatique, où il est obligé d'être concret, où vous êtes obligé de décider sur des objets concrets, vous êtes beaucoup plus proche et beaucoup moins ambigu, beaucoup plus proche des préoccupations des gens et beaucoup moins ambigu que si vous restez dans la sphère éthérée. Plus proche, mais effectivement, le Parti socialiste continue à perdre. C'est vrai que le discours non, mais moralisateur... il continue à perdre, si je peux dire un mot là-dessus. C'est vrai qu'il perd sur les thèmes de l'écologie. Il perd effectivement le Parti des Verts, qui est aussi à gauche que le Parti socialiste, siphonne les voix du Parti socialiste. Et ça, c'est évident que c'est un nouveau parti qui a monopolisé un thème, qui est clair sur un thème, et auquel les gens donnent plus de crédibilité qu'au Parti socialiste, qui est peut-être plus actif aussi sur ces thèmes-là, alors que les thèmes sociaux ont passé ces temps-ci à l'arrière-plan. Oui, et puis dans le système de communication qui est le nôtre de débat, on voit bien que des candidats ou des partis ou des courants, parce que très souvent les partis ne fonctionnent plus comme avant, trouvent un thème, d'où le succès des écologistes, même si c'est là aussi partagé selon les pays, parce qu'il y a ce thème-là de préoccupation, d'où le succès des populistes de droite autour de l'immigration ou de l'islam. C'est un sujet qu'on retrouve et qui donne le sentiment de parler davantage aux gens que des discours généraux. Moi, j'ai été toujours un social-démocrate républicain et pragmatique, maire d'une ville difficile pendant 11 ans, ministre de l'Intérieur, vous n'avez pas le temps de faire des grands discours théoriques, et les gens attendent que les politiques trouvent des solutions concrètes et surtout s'adressent à eux avec respect et intelligence en démontrant qu'ils comprennent leurs préoccupations, qui peuvent être l'immigration, la place de la religion, la question de l'écologie, la question du travail, etc., etc. Et donc, et la gauche, elle a eu beaucoup de mal à être sur ces sujets-là. Et c'est pour ça, elle est quand même en difficulté un peu partout, même si, y compris en Allemagne, ils ont fait un score autour de 25%, mais dans le Nord, ils perdent parfois, mais dans le Nord de l'Europe, mais grâce à des coalitions, ils gouvernent, mais pas au même niveau qu'il y a quelques années. Et je crois que la gauche est utile à la démocratie, évidemment, mais il faut qu'elle se remette en question dans les formes d'organisation et dans la pratique politique et sur les sujets. Notamment parce que moi, j'ai fait partie de ceux, et d'un mot, qui, sur les questions de sécurité et d'immigration, tout en restant sur mes valeurs, quand on est victime de l'insécurité, c'est en général dans les quartiers les plus pauvres ou les plus populaires, et on doit s'occuper de ceux qui sont victimes d'une injustice supplémentaire. Donc, la reconquête des couches populaires ou des préoccupations des peuples, c'est incontournable si la gauche veut revenir. Alors là, il faut aussi dire que l'électorat de gauche a changé. Oui, ça veut dire qu'on n'est plus autant des ouvriers avec le patron, etc. Et maintenant, c'est la classe des employés qui a pris une grande ampleur, avec des gens de service qui sont actifs dans les services et une majorité de femmes. Mais qui ne sont pas chez vous non plus, qui ne sont pas au Parti socialiste. Pas forcément, mais il y en a, mais pas forcément. En plus, il y a une grande partie d'immigrés, puisqu'en Suisse, on a une population d'origine étrangère qui est extrêmement élevée. À Genève, par exemple, vous avez plus de 50% de la population active qui est d'origine étrangère, donc qui n'ont pas forcément le droit de vote, mais qui partagent nos valeurs, évidemment, qui défendent leurs intérêts. Mais les syndicats n'ont plus le même rôle, le travail est précaire. Exactement. Et alors, les injustices sont différentes, si vous voulez. Avant, c'était clair, rapport dominant-dominé, employeur-employé. Aujourd'hui, les injustices, c'est aussi ce que vous vivez au long de votre vie. C'est les femmes qui élèvent seules leurs enfants, c'est les difficultés de pouvoir d'achat, c'est le vécu. Que Pierre Vallon a écrit. Et donc, on attend des politiques et des partis politiques qu'ils aient un discours qui réponde à ces préoccupations. Or, si vous restez dans le domaine de la moralité,
la morale, de l'éthique, vous passez complètement à côté de ça. Bien sûr, mais justement, en plus, est-ce que le Parti socialiste est vraiment clairement identifié autour de ça? C'est vrai que le côté défense LGBT, défense des minorités, écologie, c'est très clairement identifié vert. Si on veut ça, on va voter plutôt pour les Verts, qui sont presque des nouveaux communistes sur certains plans de l'échiquier de gauche. Zemmour, Éric Zemmour, la droite extrême, elle est très clairement identifiée, l'UDC aussi, dans une certaine mesure, même Emmanuel Macron. À Éric Zemmour. Non, hein, l'identification, elle est claire, elle est même claire pour Emmanuel Macron, mais le problème, c'est que le Parti socialiste, aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qu'il dit et ce qu'il est. Non, le Parti socialiste... Philippe Val, justement, quelle est l'image? Nous sommes obligés de regarder les votations... Quelle est l'image du Parti socialiste aujourd'hui? Les votations du 28 septembre. Nous sommes obligés de prendre position sur des votations tout à fait concrètes. Covid-19, le Parti socialiste est favorable, et d'ailleurs c'est un ministre socialiste qui a proposé la loi, hein, ça c'est clair. L'élection des juges par tirage au sort... Quel récit offre le Parti socialiste aujourd'hui en Suisse, en France? Pour moi, le récit, il est clair. La difficulté vient du changement de l'électorat et de peut-être la difficulté d'adaptation et les débats à l'intérieur du parti qui normalement ont lieu dans une période de transition. Hein, on est en période de transition, donc il y a des débats qui traversent le parti. Et c'est vrai que la langue est parfois, le message est parfois, et là vous avez raison, parfois pas très clair. Je prends le dossier européen. Les syndicats et le Parti socialiste a quand même des référents qui sont historiquement ce que n'ont pas les Verts. Hein. Et donc dans le dossier européen, c'était assez intéressant de voir que l'accord institutionnel avec l'Union européenne n'a pas été soutenu par le PS pour raison de... il y avait pas suffisamment, on ne prenait pas suffisamment en compte les conditions de travail et de salaire des travailleurs suisses et des travailleuses suisses dans l'accord avec l'Union européenne. Ça nous aurait fait reculer, ça nous aurait fait partir en arrière. Et donc le PS s'est battu contre, on a rompu les discussions avec l'Union européenne. Une semaine après que le Conseil fédéral ait décidé de rompre les discussions avec Bruxelles, vous avez une personnalité du PS qui vient à la télévision et qui dit « c'est scandaleux, on n'aurait pas dû rompre les... » C'est ce genre de choses qui fait que les gens ne savent plus à quoi penser, quoi, je veux dire. Là, il y a quelquefois des hicks. Moi, quand j'ai vu ça à la télévision, je me dis on perd des votants. Parce que le discours historique du PS en Suisse, c'était justement l'Europe. Et là, silence radio avec des voix discordantes sur ce dossier-là. Oui, mais c'était aussi la protection des travailleurs. C'est aussi ce qui a fait mourir le Parti socialiste français. Non, mais c'était aussi et surtout la protection des travailleurs. Et là, c'est compréhensible qu'au PS, vous avez un dilemme à résoudre. Vous êtes pro-européen, on est pro-européen, on est pour la solidarité européenne, on a été toujours un parti qui a soutenu ça, mais dès le moment où vous n'arrivez plus à assumer votre engagement européen avec la protection des travailleurs, des salaires et des conditions de travail, là, on a tranché. L'engagement européen aurait été suivi d'un syndicalisme européen qui aurait protégé les droits de travailleurs. Non. Mais ce n'est pas le seul dossier. L'Europe, pardon, Philippe, l'Europe, ce n'est pas le seul dossier. Il y a l'Europe, il y a aussi les migrants. Enfin, le Parti socialiste, effectivement, peine à être sur les dossiers sur lesquels il est le plus fort ou qu'on l'attend. Ce qu'on a dit est juste, c'est le fait d'être un parti moral le dessert énormément. Parce qu'on ne fait pas de la politique avec de la morale, et ça convainc pas grand monde. Vous disiez tout à l'heure que le SPD, les sociodémocrates allemands, ils vont très bien. Non, ils vont pas très bien. C'est le ministre des Finances d'Angela Merkel qui a tiré la victoire. Non, mais ils vont quand même assez bien. Ils se portent bien. Ils se portent bien. Voilà, c'est ça. Ils se portent bien. Et la base électorale, par exemple, c'est une incarnation, ce que vous n'avez pas en social-démocratie. Mais on n'en a pas besoin parce qu'on vous n'en avez pas besoin parce que c'est pas la même loi physique. C'est comme la physique quantique qui marche très bien dans les tout petits espaces, mais qui marche plus du tout dans les grands. Et la Suisse, vous n'en savez rien parce que vous l'avez jamais expérimenté, la démocratie directe, c'est le partage du pouvoir. Ah non, mais c'est impossible en France. Enfin, le jour où ça se fera, ça sera la guerre civile. Non, on ne va pas se donner des leçons les uns les autres. On a des histoires différentes. Non, vous êtes capable de faire parler les gens et de les écouter, d'avoir une démocratie un petit peu plus ouverte que ce qui est le cas à l'heure actuelle. Mais vous savez, faire de la
politique, Manuel Valls, vous pourriez faire de la politique en Suisse, justement? Moi, je suis français. J'ai fait de la politique pendant 3 ans dans un autre pays, vous le rappeliez tout à l'heure, l'Espagne. Ça a été très intéressant parce que vous voyez bien que chaque pays, Madame la Présidente le disait très bien, chaque pays a son histoire, ses institutions différentes, ses mœurs politiques. Le citoyen a un autre rapport et c'est ainsi, c'est l'histoire, il faut respecter. C'est pour ça que je considère que l'Europe, c'est avant tout une fédération d'États-nations et on met beaucoup de choses au pot commun, heureusement, et c'est important, il faut progresser dans ce sens. On a déjà une monnaie commune pour beaucoup des pays, des frontières communes qu'il faut mieux protéger, un marché unique, mais il nous faut une industrie davantage souveraine et il nous faut sans doute demain une défense européenne, mais chaque pays a son génie, comme on dit en France. Mais là-dedans, au fond, la gauche, moi je ne vais pas plus parler du Parti Socialiste, je suis parti il y a 5 ans, je ne vais pas leur donner de leçons. Vous pourriez venir faire de la politique en Suisse? En Suisse, non, ça pourrait arriver un jour? Non, moi j'ai toujours pensé que François Hollande aurait été un très bon politicien. Je vais lui dire. Pour quelle raison? Mais je le lui ai dit. C'est une idée. Je pense qu'il aurait été un très bon politicien suisse. Par contre, il ne correspondait pas à l'image monarchique que vous avez du pouvoir en France. C'est peut-être vrai, mais alors je vais réfléchir au sujet et puis je vais lui dire. Mais donc j'accepte avec grand plaisir de venir à vos invitations, mais c'est évidemment l'avenir de la France qui me préoccupe. Mais évidemment, moi je regarde toujours ce qui se passe dans les autres pays parce que c'est une source d'apprentissage. Mais l'un des problèmes, au fond, c'était défini, c'est que sur l'Europe, sur l'immigration, sur l'écologie, sur les services publics, parfois quand il y a des tensions budgétaires, la gauche, et notamment celle qui aspire à gouverner, en l'occurrence la social-démocratie ou les socialistes, sont toujours dans le oui mais, dans le mais oui, donc ils se posent en difficulté. Puis vous avez posé une question, c'est qu'un peu partout, alors ça nous vient beaucoup des États-Unis, un peu partout, faute d'imaginer autre chose, une partie de la gauche, pas toute, est devenue le parti des minorités. Ah, c'est ça. Parce que, alors c'était vrai pour le Parti démocrate américain, mais c'est vrai aussi pour une partie de la gauche française. Et alors en France, davantage, parce que pays centralisé, jacobin, cette unité que vous rappeliez, alors ça l'a brisé, parce que où vous avez un message général, ce qui n'exclut pas des réponses concrètes dans bien des domaines, ou alors vous êtes le parti qui représente ici des minorités ethniques, des minorités sexuelles, et ça brise quelque chose qui est très important en France. Je ne parle que pour la France, que je connais bien, ça brise le message universel. Et donc, du coup, vous perdez dans la cancel culture, dans le wokisme. Il faut défendre les droits de chacun, mais pas à travers une somme de communautés qui brise au fond. Et l'histoire de la gauche, et le grand message de Jaurès, de Clemenceau, de Blum, Mitterrand aussi, c'est de se confondre avec le destin du pays et pas avec tel ou tel. Et c'est ça qui explique qu'en France, la crise est plus profonde. Et comme il y a en plus ce bonapartisme qui existe, il suffit qu'un Mélenchon arrive avec toutes ses ambiguïtés, mais a emporté la bataille en 2017. C'est pour ça que... Et vous ne pensez pas que le système politique est pour quelque chose? Parce que moi, je faisais référence à l'éthique tout à l'heure. Pour moi, l'éthique, les valeurs, la morale, c'est quelque chose qui doit être une précondition, mais non pas l'objet, si vous voulez, politique. Hein. Et ce communautarisme, il n'est pas un peu, je ne voudrais pas dire facilité, mais vous ne pensez pas que le système politique a quelque chose à voir? Parce que c'est quand même moins visible en Suisse. Mais de la même manière. Alors, on va continuer le débat. On doit faire. C'est le moment de faire une courte pause. On continue ce débat dans quelques instants. Le point de retour, bilan de santé de la gauche et du Parti socialiste en particulier. On continue d'en débattre avec deux de ces ténors, Micheline Calmiret et Manuel Valls, en attendant bien sûr le point de vue évidemment apolitique d'Alexandre Kominec. Et donc nous étions en train de dire que le débat de société prenait le pas sur tous les autres. C'est un débat qui aujourd'hui pourtant apporte des voix, notamment chez les Verts hein, ou dans la gauche de Jean-Luc Mélenchon. Alors pourquoi est-ce que ça ne profite pas au PS s'il arrive lui aussi à récupérer ce
ce discours? Oui, d'abord, il y a beaucoup de sujets sur la table. Regardez, dans toutes nos sociétés européennes, la question du pouvoir d'achat, de la vie chère liée à la montée, évidemment, des prix, notamment dans l'énergie, gaz, électricité, fuel, etc., l'inflation qui revient. Donc, il y a des préoccupations aussi de pouvoir d'achat, et parce qu'avec des carrières qui sont plus longues, plus fracturées, il y a davantage de précarité, donc ces préoccupations existent. Mais ces questions-là, qu'on appelle identitaires ou culturelles, au fond, elles touchent pleinement une société. Et quand on n'arrive pas à y répondre, soit c'est la réponse la plus forte, la plus brutale ou la plus cohérente qui l'emporte, et c'était le cas dans beaucoup de pays, et donc, par paresse ou faute d'inventer autre chose, on se réfugie, ce qu'on disait il y a un instant, dans la somme des minorités. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il y a eu une paresse intellectuelle. Et au fond, moi je vais vous dire, mais je parle de la France, je ne me permettrai pas de le dire pour la Suisse, le destin des partis à ce stade m'importe peu. Je veux vous dire que même le débat droite-gauche n'est pas pour moi l'essentiel. Ce qui me préoccupe en France, par exemple, c'est le devenir de la démocratie. Comment elle résiste à la digitalisation du monde, au comportement individuel des citoyens, aux nouveaux thèmes qui surgissent. Et avec aujourd'hui, dans les enquêtes d'opinion en France, près de la moitié des Français sont prêts à voter pour des partis extrémistes. Un tiers des Français militeraient pour un régime autoritaire au détriment d'un certain nombre de libertés fondamentales. Donc il y a quand même des sujets graves. Et donc le vrai sujet, c'est comment, de mon point de vue, ce qu'on appelle les républicains de tous bords réussissent à s'allier, à former des coalitions très larges, que n'a pas tout à fait réussi Emmanuel Macron, pour traiter d'un certain nombre de sujets de fond, qui sont l'écologie, le retour du nucléaire en France, les questions d'immigration et de protection de nos frontières, l'école qui ne va pas très bien en France, des sujets fondamentaux, mais qui nécessitent des majorités très puissantes, y compris pour pouvoir demain consulter le peuple. Madame la Présidente m'interrogeait sur les institutions. Donc vous seriez pour l'explosion des partis ils ont explosé. Ils résistent. Ils ont explosé, mais on voit bien qu'il y a une recomposition qui n'est pas terminée. C'est-à-dire l'effondrement de la gauche institutionnelle, notamment du Parti socialiste, j'en sais quelque chose, en 2017. Les difficultés de la droite traditionnelle en France, même s'il faut attendre qu'elle désigne son candidat. L'émergence d'Éric Zemmour, on verra ce qui se passe, mais au fond, quand vous additionnez et Zemmour et Le Pen, ils sont à plus de 33, 34, un tiers. Ce ne sont que des enquêtes d'opinion. Le fait que Mélenchon, à un niveau relativement bas par rapport à la dernière élection, domine cependant le débat à gauche. Donc c'est déjà atomisé. Ce qu'il faudra, c'est remettre de l'ordre et que sans doute de nouveaux courants politiques se fondent. Dans un pays très centralisé comme la France, peut-être que les autres pays résistent mieux à la crise politique et démocratique parce qu'il y a davantage de décentralisation et il n'y a pas cette présidentialisation du régime. Mais ça, c'est la France. La France a été construite par l'État, qui est sa colonne vertébrale, et c'est le génie du général de Gaulle d'avoir bâti des institutions qui correspondent aussi au caractère des Français. Mais je pense que c'est des questions de fond, de pratique politique, de réponse. Mais alors j'ai une conviction, c'est que si la gauche, et moi je me situe dans celle-ci, continue à prêter l'oreille à tout ce mouvement qui vient des États-Unis, qui envahit la presse, les médias, l'université, c'est important pour l'avenir, et les partis politiques, par paresse ou par soumission, et qu'elles sombrent dans ce qu'on appelle la cancel culture, le wokisme, l'addition des minorités, rompant la vision universelle de ce qu'est la République française et dans laquelle s'inscrivait la gauche. Alors là, la gauche, elle n'a vraiment plus aucune chance de revenir. Oui, alors justement en Suisse, une grande fusion des deux grands partis de gauche, les Verts et les socialistes, ça serait envisageable, Micheline Calmiret? Envisageable de fusionner justement, puisque peut-être. Moi j'ai toujours regretté qu'il y ait eu, il y a à peu près 20 ou 30 ans, la création du Parti des Verts. Parce qu'une partie des gens du PS considéraient que l'écologie n'était pas suffisamment défendue, et ça a créé le Parti des Verts. Mais le Parti des Verts et le PS défendent au fond les mêmes sujets. Ils sont concurrents, si vous voulez, au niveau du personnel politique et au niveau des élections. Sur les sujets, sur les thèmes qui sont soumis à votation populaire et sur lesquels on doit se prononcer, il y a pratiquement jamais de divergence. Il y a donc c'est inquiétant.
Non, mais ça veut dire que, franchement, l'union de la gauche est une réalité. Dans les dernières votations dans le canton de Fribourg, les titres des journaux étaient « La gauche gagne ». La gauche mais le gagne. PS perd. Ça, c'est Alors, aussi le PS perd, effectivement. Ouais. Le PS perd, et c'est un enjeu du point de vue de la participation aux institutions, de la participation au gouvernement, de la participation au Parlement. C'est un enjeu du point de vue de qui va dominer la gauche. Exactement. Jusqu'ici, c'était le PS. Ça sera peut-être plus le PS, ça sera peut-être les Verts. Mais en fait, sur les thèmes sont, les positionnements sont les mêmes. Est-ce que c'est déjà le cas? Est-ce que ça a basculé? Est-ce que le nouveau chef de la gauche aujourd'hui, ce sont les Verts? Ça n'a pas basculé. Pour le moment, ça n'a pas basculé puisque le PS reste le deuxième parti de la Suisse. Donc, pour le moment, ça n'a pas basculé, mais ça pourrait lors des prochaines élections. Si les Verts maintiennent leur poussée en avant, ça pourrait basculer. C'est vrai que le thème de la protection de l'environnement, le thème écologique, encore une fois, on donne plus de crédibilité sur ces thèmes-là aux Verts qui sont plus agissants que le PS. Parce que le PS, comme vous le disiez très justement, a un spectre beaucoup plus large. Il ne défend pas que l'écologie, mais son héritage historique, c'est quand même la protection des plus faibles, la protection des salaires, des conditions de travail. Et ça, c'est peut-être un peu moins sexy que l'écologie à l'heure actuelle. Oui, mais Madame la Présidente, vous ne pensez pas... En tout cas, vu du point de vue français, il y a une notion que Philippe Val a rappelée tout à l'heure, qui est celle du progrès, où on va l'élargir, qui est la nature de la croissance économique nécessaire pour créer de la richesse, à condition qu'elle soit évidemment équilibrée, qu'elle protège l'environnement et les personnes, qu'elle pense au futur de la planète, mais il faut répartir de la richesse précisément pour les salariés. Or là, je parle de la France. En Allemagne, il y a une évolution, mais sur des sujets aussi essentiels du point de vue de la France, qui est par exemple la nécessité de relancer le nucléaire, parce qu'on a besoin de cette énergie décarbonée. On en a besoin aussi pour la recherche et l'innovation. On a besoin aussi, c'est un sujet français évidemment, pour la force de frappe, pour la dissuasion, c'est-à-dire pour la bombe atomique qui est sous la responsabilité du président de la République, mais aussi de son gouvernement. Sur la nature même de la croissance, et au sein des Verts, il y a un courant très puissant qui prône la décroissance. C'est-à-dire en fait qu'il n'y ait pas de croissance. Donc, c'est au fond sur la question du progrès des sciences. Moi, je fais partie, je me sens un héritier des Lumières, des grands philosophes. Mais oui, et donc, mais du point de vue français, où j'ai gouverné avec des écologistes, dans mon gouvernement, dans la région où j'étais Premier vice-président, comme maire d'Évry. Mais là, si le courant, je parle de la France, et si j'appliquais c'est peut-être ce qui est en train de se passer en France, c'est pour ça que je suis quitté aussi peut-être le PS, mais si ce courant, qui peut être différent selon le pays, domine intellectuellement, philosophiquement, mais aussi dans les propositions politiquement, donc la gauche, alors c'est même pas l'avenir du PS qui est en cause. Au fond, les partis sont là pour passer, ils sont au service des citoyens. Mais alors, ce courant est fini, ce courant de progrès. Or, chez les écologistes, y compris chez les Grünen allemands, je vois parfois une forme de conservatisme qui ne peut pas s'apparenter, de mon point de vue très modeste, au progrès. Donc, je lance un avertissement à mes amis et camarades helvètes. Attention. Pas de fusion avec les Verts. Pour résumer ce que dit Emmanuel, au fond, c'est qu'il y a une gauche de progrès, une gauche qui base son projet sur des questions culturelles. Le progrès scientifique, progrès démocratique, le progrès médical, le progrès, etc. Le progrès. Augmenter la productivité sans évidemment détériorer l'écosystème, c'est une écologie scientifique. Or, une grande partie, on l'a vu encore dans la désignation du candidat des Verts en France, où Jadot, qui est quand même moins débile, mais qui est quand même le plus malin des tous et un peu plus républicain que son parti, il est passé à un cheveu. Face à Sandrine Rousseau, qui est quand même une écologiste naturaliste, anti-scientifique, anti-lumière, woke. Et dans sa majorité, le Parti des Verts, du moins en France, mais dans d'autres pays aussi, est entièrement naturaliste, c'est-à-dire anti-progrès, anti-scientifique, anti-valeurs démocratiques, parce que les valeurs démocratiques ne peuvent prospérer que sur une forme de croissance, même si ce n'est pas que la croissance industrielle. Et là, il y a une fracture, il y a quelque chose d'irréconciliable avec ce qui fonde la gauche, Oui, et plus la gauche s'allie avec ça,
plus elle se fait forcément manger, terminer, vider comme... Mais non, on n'est pas là, vous avez un débat français typique, je veux dire, on est dans je ne connais pas les grands écologistes. débats philosophiques. Ah non, Madame la Présidente, ça, faut pas. Non, faut pas. Parce que, c'est pas dans le débat philosophique, on est dans des débats vitaux. C'est vital. Oui, mais j'ai pas dit qu'il était... Ne caricaturez pas les Français. Non, mais attendez. Ça induit des politiques totalement différentes. Les Français sont beaucoup dans le déclaratif et les Suisses se vivent dans le pragmatique. Mais c'est là que je ne me reconnais pas dans ce débat. Parce que vous aviez dit tout à l'heure, quand je vous ai dit la gauche gagne avec les Verts, le Parti socialiste, vous avez dit oulala, la catastrophe. Pas du tout. En Suisse, il y a des cantons qui sont gouvernés avec des Verts, il y a des parlements qui ont des très fortes fractions vertes. On gouverne Fribourg, je vous dis, la gauche a gagné, Verts, PS. Il n'y a pas le système politique joue un rôle. Parce que, encore une fois, nous avons des votations régulières. Nous n'avons pas de programme gouvernemental au niveau national. Nous avons des alliances qui bougent, qui changent. Et nous sommes très pragmatiques, je veux dire, y compris le PS, y compris les Verts, dans la mesure où ils sont obligés d'être associés au gouvernement. Quand on est dans l'exécutif, effectivement. Mais pas seulement, au Parlement, c'est la même chose. Parlement genevois, par exemple, a la possibilité de rédiger des projets de loi qui soumet à l'approbation du Parlement et qui sont peut-être soumis à référendum ou à votation populaire. Et quand vous devez soumettre un projet à votation populaire, vous perdez si vous visez un objectif beaucoup trop... Donc, Madame la Présidente, mis à part la question de la votation populaire et la décentralisation très puissante qui existe à travers le système cantonal suisse, le reste, on se connaît en plus, il n'y a pas d'un côté les Suisses pragmatiques et les Gaulois réfractaires mais qui sont réfractaires. Déclaratifs. Non, déclaratifs. Moi je suis j'ai toujours été un élu, un responsable politique extrêmement concret et pragmatique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous accusait de la droite du PS, nous les rocardiens, les social-démocrates. Un Sarkozy bis. Oui, même Sarkozy de gauche, c'est toujours la disqualification pour... et d'ailleurs, c'est pour ça que je faisais référence à Clémenceau, parce que déjà, quand il s'opposait à Jaurès, il disait, vous bâtissez les grandes cathédrales, pendant que moi, au gouvernement, je bâtis pierre à pierre. Bon, donc je suis plutôt de cette école. Et comme élu, ou comme ministre, ou comme Premier ministre, je n'ai fait que dans le pragmatique, parfois trop dans le pragmatique, parce qu'il faut réformer la loi travail, il faut s'occuper de l'environnement, il faut faire face au terrorisme. Le problème, c'est que la gauche, précisément, c'était, je crois, sa force et sa faiblesse, peut-être au cours de l'histoire, c'est qu'elle est toujours nourrie d'un projet, d'un idéal qui corresponde au réel. Donc on est dans un moment passionnant, d'ailleurs notre conversation l'est, parce que chaque pays a sa réponse, et c'est normal, encore une fois, chacun a son génie. Et donc c'est intéressant de confronter des points de vue. Mais comme la gauche, du point de vue universel, s'inscrivait dans des mouvements, que ces mouvements explosent face à ce qu'est la réalité du monde, il faut qu'on arrive à s'adapter. Et moi, je pense qu'encore une fois, on a besoin d'une gauche et d'une droite, on a besoin de défendre la démocratie, mais là, on est dans un tournant majeur où on est questionné sur tous les sujets. Et il y a des points communs entre les Verts et les PS, ça c'est clair, et qui se manifestent dans toutes les votations. Moi, je pense que la démocratie directe est un instrument magnifique de faire participer les gens à la définition de la politique. Et peut-être c'est ce qui nous différencie le plus entre le régime français et le régime suisse, parce que vous avez un pouvoir très décentralisé où le peuple est partie des institutions. Donc, dans la Constitution suisse, vous avez le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire et le peuple. Et le peuple est une institution en tant que telle qui a des pouvoirs bien définis et qui a le dernier mot. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, jamais personne ne gagne complètement ou ne perd complètement dans le régime suisse. Oui, mais vous ne pouvez pas gouverner. Non, mais oui, on peut gouverner. Non, vous ne pouvez pas gouverner un grand pays sans sans un niveau d'expertise qui a de l'autorité. C'est impossible. Mais vous avez le Conseil fédéral, effectivement, qui gouverne. Ce qui est drôle, nous avons un gouvernement. Ce qui est drôle, Micheline Camiret, c'est que justement en France, ceux qui prônent le système suisse et ceux qui le vendent, ce sont les gilets jaunes. Ce sont les gilets jaunes. Ce sont l'extrême droite aussi. Ce sont le Rassemblement national et Éric Zemmour. C'est très important.
que la population puisse s'exprimer entre les échéances électorales. Et d'ailleurs, en France, maintenant, vous réfléchissez à des systèmes de démocratie participative. On a tort. Ben voilà. Moi, je fais la comparaison entre la loi sur le CO2 qui a été soumise à votation populaire en Suisse, qui a été refusée, et donc refusée en votation populaire, et donc le gouvernement ne peut pas revenir avec des taxes. Le gouvernement est obligé de réfléchir différemment pour faire avancer les objectifs écologiques. Il doit plutôt passer par des subventions et des soutiens. En France, vous avez eu le même problème avec les Gilets jaunes. Oui, vous avez la taxe carbone. Exactement la même chose, ça a été refusé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le gouvernement de M. Macron a créé un système avec des gens qui étaient consultés. Et on a promis que ces gens-là, le résultat de la consultation serait soumis au Parlement sans modification, ce qui n'a pas été le cas. Une partie a été soumise, même modifiée. Et donc, finalement, le gouvernement fait ce qu'il veut. Vous voyez la différence des deux systèmes. Mais il ne fait pas ce qu'il veut, parce qu'il y a une espèce de pilotage et en lien avec le Parlement, le Sénat qui n'a pas voulu d'une réforme constitutionnelle en France, parce qu'on a besoin de son approbation, et puis forcément une relation avec l'opinion qui passe par des formes de consultation, qui passe par les enquêtes d'opinion. Mais c'est vrai que c'est deux systèmes très différents, c'est des histoires. Alors, mais précisément les institutions de la République... Quels que soient justement ces deux systèmes différents, présidentiels ou démocratie participative, ce qui est vrai, c'est que quand même la droite, dans les deux cas, la droite dure, extrême, comme on voudra l'appeler, avance et se maintient très bien. Quel est le discours? Parce qu'il nous reste peu de... La droite traditionnelle, elle ne se maintient pas très bien. Elle se maintient très bien. Elle a fini de s'éroder. La droite traditionnelle. L'UDC, vous l'appelez comment? Conservatrice, en Suisse, vous dites. En Suisse. Ah oui, en Suisse, oui, c'est le premier parti. Voilà, c'est le premier parti. Et donc, cette droite-là, quel discours, puisqu'il nous reste que quelques minutes, quel discours, quel récit offre aujourd'hui le socialisme face à cette montée de la droite extrême, traditionnelle, conservatrice, identitaire, comme on voudra? Peut-être vous, Manuel Valls, on commence et on terminera par vous, Michel. Moi, j'ai écrit que le mot socialisme est un mot qui était mort. Socialisme est mort. Oui, parce que le mot après, il fait partie d'une tradition de l'histoire, mais il a été inventé au XIXe siècle. Bon, on peut penser à la social-démocratie, mais tout ça, c'est des mots un peu valides. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas leur importance. C'est dur, c'est quand même le social, c'est l'ancrage dans la société. Oui, mais le mot, parce que c'est une opposition au capitalisme, une appropriation des moyens de production, tout ça. Mais après, si on me dit c'est l'économie de marché, plus l'État social, plus évidemment la démocratie et le respect des droits humains et la culture, par exemple, ça c'est l'Europe, c'est-à-dire que nous formons une civilisation. C'est ce qui rapproche évidemment la Suisse et la France, parce que ici, parce qu'il y a le génie de Voltaire qui nous réunit tous, et donc c'est déjà extrêmement important, ou de Rousseau. Et quel serait le nouveau nom de ce courant? Moi, je me situe dans cette gauche dite républicaine en France, mais là où vous avez, je pense que votre question est extrêmement pertinente, c'est qu'il y a des sujets, au-delà de ceux que nous avons abordés, où si la gauche, par rapport, au fond, il y a une peur de l'avenir. Il y a une peur l'avenir de la planète, est-ce que nous allons être submergés par l'immigration, je mets des guillemets, bien évidemment, quelle est la place de l'islam dans nos sociétés, c'est des questions qui agitent une partie de l'Europe ou de la société américaine, donc, et notamment les couches populaires. Et donc, c'est très important que la gauche soit capable, avec ses valeurs et avec ses réponses concrètes, d'y répondre. Si elle ne répond pas à ça, je parle de la France... Qu'est-ce qu'elle doit dire très concrètement? Quel est le récit, justement, qu'elle peut... alors, on va faire toute l'histoire, justement, du nouveau récit socialiste, mais sur ces questions-là, quelles sont les positions, l'identité qu'elle-même pourrait se trouver? Moi, je peux vous dire, en tout cas, les miennes. C'est-à-dire qu'il faut renouer avec la République, avec la nation, d'abord. Et je ne parle évidemment que de la France. C'est-à-dire qu'il faut repartir de cette base et dans laquelle l'école, l'assimilation de ceux des étrangers qui viennent et qui partagent une langue, une culture, une histoire, ça veut dire une autre politique migratoire, notamment au niveau européen, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de politique migratoire, sinon au fil de l'eau, savoir quel type d'immigration nous voulons, ce qui va de pair évidemment avec une politique migratoire, oui, justement. Sur tous ces sujets-là, c'est-à-dire le fait qu'on n'accepte pas que les éléments les plus durs d'une religion, et en l'occurrence l'islamisme, que je différencie évidemment de l'islam, n'impose pas dans les quartiers sa vision, notamment sa vision des femmes ou du rapport à l'État. Vous prenez tous ces sujets. Donc il faut de la clarté sur tous ces sujets-là, au nom d'une vision qui est démocratique, universelle, sociale, mais dans laquelle on ne perd pas nos valeurs et dans laquelle on répond aussi aux problèmes des gens. C'est difficile. C'est pour ça que la gauche est dans l'état que nous connaissons en France. Philippe Ball et ensuite Micheline Calmiret. Je pense que
Le récit n'est pas facile à élaborer, parce que c'est ça votre question. Ouais. Quel récit pour être entendu du public? Pas socialiste. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas valorisées suffisamment. La gauche, notamment, n'a pas su parler de la laïcité, normalement, chez nous. Ils ont abandonné, ils ont lâché. Alors que si aujourd'hui, les hommes et les femmes ont les mêmes droits, c'est grâce à la laïcité. La négligence de la laïcité, les premières victimes, ce seront les femmes. D'ailleurs, on le voit déjà chez les femmes voilées en France, qui sont des femmes qui ne sont pas si libres que ça. Sinon, elles ne seraient pas voilées. Bon. Donc, il y a des tas de sujets comme ça, et on ne raconte plus assez à la fois notre histoire, l'histoire de nos libertés, et ce vers quoi on veut tendre, c'est-à-dire une société de liberté, de confort, de santé, où la vie est une aventure, où même l'affaire du réchauffement, même le réchauffement climatique, les problèmes que pose le réchauffement, au lieu d'en faire un sujet d'effroi pour les générations qui viennent, au lieu d'en faire des sujets de pathologie psychiatrique chez les enfants, parce que les enfants ont la trouille de l'avenir, ce qui est hallucinant. Comment c'est criminel de donner peur de l'avenir. On devrait quand même élaborer un discours. C'est une épreuve humaine parmi d'autres. L'humanité a toujours surmonté ces épreuves. Donc c'est une aventure qui devrait susciter un certain enthousiasme. Même le réchauffement climatique, le vaincre, réussir à le dépasser. Il y ait suffisamment de débats, de sciences, d'études, de controverses et de solutions. C'est joyeux. On devrait au moins arrêter d'adopter le discours décliniste de la droite et de l'extrême droite. Arrêter d'adopter ça. Alors, on va entendre Micheline Calmiret, parce que qu'est-ce que vous dois rendre la parole à... Moi, j'ai le sentiment que vous êtes dans les discours de nouveau un peu éthérés. Alors, pour moi, les valeurs, c'est quelque chose d'extrêmement important, les valeurs de la gauche, mais c'est une précondition. Vous n'avez pas besoin d'éther. C'est une précondition et ce n'est pas un programme. Et mais qu'est-ce que doit dire le PS suisse pour convaincre de voter pour lui? Le programme d'un parti politique, ça s'applique quotidiennement dans les objets qui sont discutés et soumis à votation. Et encore une fois, vous allez me trouver extrêmement pragmatique et pratique. Mais et voilà, encore, on vient de sortir d'une votation, on va aller dans une autre votation, on va sur des objets particuliers. Madame la Présidente, puisqu'il y a des gens qui gagnent et d'autres qui perdent. Dans le sens où le PS, aujourd'hui, je vous ai dit que nous avons un électorat qui s'est modifié, nous avons un électorat et là, ça nécessite une adaptation pour apporter des réponses aux préoccupations. Les injustices, c'est la bataille du PS, de la gauche. Et vous savez, la bataille contre les injustices. Je suis dans le concret, Madame la Présidente. Oui, je suis pour le nucléaire en France. Je suis pour que les fillettes ne portent pas le voile. Alors on va terminer par... Je ne suis pas éthéré. Je n'ai pas dit que vous étiez éthéré. J'ai dit que la discussion qu'on a était par moments éthérée. Mais on n'a, par exemple, pas les mêmes objectifs en matière de nucléaire. En Suisse, le Parti socialiste est anti-nucléaire. Voilà. Il y a des divergences qui sont liées aux situations géographiques, mais qui sont aussi liées au système politique et aussi à la modification de notre électorat que nous partageons. Parce que ça, c'est quelque chose de commun que nous avons vécu ensemble. Le changement de l'électorat socialiste, qui n'est plus... Les rapports de force sont plus ce qu'ils étaient, les injustices sont plus les mêmes qu'autrefois. Il faut conclure, il y a Alexandre Kominek qui attend, qui doit donner son avis, lui aussi, sur le socialisme. Mon avis qui compte énormément. Et sur le nouveau récit. Bonsoir. Bonsoir, Madame Calmiret, ça va? Ça va bien, bien. Oui. Bien rentré l'autre soir? Non, parce qu'on a fait la fête, shot sur shot, elle était sur le bar, elle disait les CFF, les transports publics, c'est des connards. Non, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Ah là là. Voilà, on rentre dans l'ambiance. Bonne introduction. Bonjour, enchanté. Alors moi, je vous explique en fait ce que je fais. Je viens ici à la fin pour qu'on puisse finir l'émission sur une pointe d'humour. Voilà. Enfin ça, c'était le rêve de la chaîne. Oui. Bah oui. La réalité, c'est que chaque semaine, je suis là. J'ai des blagues que je lis sur un écran, mais tout le monde s'en tape. On peut dire que j'ai inventé le karaoké de l'humour. Voilà. Philippe, tu rigoles, mais ça va toi? Super. Alors je te balance aujourd'hui à l'antenne. Il faut savoir que je lui ai montré une chocolaterie. Depuis, c'est devenu un très grand trafiquant de cacao. C'est vrai. J'ai la trouille quand je passe la douane. C'est ça. C'est devenu le Pablo Escobar du cacao. Il faut le savoir, vraiment. En tout cas, vraiment, je suis vraiment très content d'être là ce soir avec vous. Parce que si on m'avait dit un jour que je me retrouverais entre une conseil fédéral et un Premier ministre,
Enfin, sincèrement, j'aurais sauté de joie parce que j'ai toujours rêvé de faire une soirée chez DSK. Mais c'est pas le cas. Hein. On est sur l'aimant bleu. C'est pas encore la chaîne de tous les excès. Hein. Il faut le savoir. Le truc le plus fou ici, c'est que pour les 25 ans de la chaîne, ils ont éclairé le jet d'eau en bleu. Voilà. Hein. Et tout le monde était là. T'as vu le jet d'eau, il est bleu. Waouh, super. Hein. Éclairer de l'eau en bleu. Si ça, c'est pas subversif. Mais bon, quand même, il faut que je dise, ça claque. Premier ministre, conseillère fédérale, je vais vous le dire, franchement, mes parents, ils seront fiers de moi. Hein. Après, il ne faut juste pas que je dise qu'il s'agissait de vous. Mais Laetitia, je notais tout à l'heure que tu disais qu'en Suisse, le PS descend lentement. Alors, je tiens juste à corriger ça, ouais, parce que nos voisins français peut-être regardent et ils vont se dire, bah, forcément lentement, parce que les Suisses, ils sont lents. Hein. Alors, on n'est pas lent, monsieur le Premier ministre. Hein. C'est juste que la Suisse, on est organisé. Voilà, c'est rien à voir. Hein. Concret. On est concret, on est organisé. La Suisse, pour ça, la Suisse, on est tranquille. Hein. Tu vois, quand tu passes la douane, Philippe, tu te sens tranquille. Il y a un truc tranquille ici. Hein. C'est juste les Parisiens, par exemple, ils sont tellement stressés et hyperactifs que quand ils voient quelqu'un de détendu, ils pensent qu'on est lent, alors que pas du tout. Hein. Bon, les Français, après, ils vont te dire, ouais, 3 800 € le SMIC à Genève, moi aussi, je marcherai tranquille. Mais sachez qu'avec 3 800 € à Genève, tu marches pas tranquille. Hein. D'ailleurs, pourquoi tu marches? Parce qu'avec 3 800, tu vas nulle part. Vraiment. 3 800 € à Genève, c'est triste. Tu existes, mais tu ne vis pas. Hein, 5 000 €, je pense. À partir de 5 000 € à Genève, tu aimes la vie. À 3 800 €, tu aimes budget. Voilà, ça c'est une punchline très suisse. Il faut le savoir. Que les Français ne peuvent pas comprendre. Non, mais c'est dingue, en fait. Les Français, ce qui vous fait rêver, nous fait stresser. Nous, tu vois. Bref, les socialistes descendent, c'est vrai. Mais l'extrême droite, elle n'est pas bienvenue. Hein. Là, vous avez tous suivi, Zemmour n'est pas bienvenu à Genève, ils veulent l'interdire. Et c'est marrant parce que ça m'a fait penser à vous, parce qu'on a fait exactement la même chose avec Dieudonné. Et alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai regardé, Zemmour, c'est sur invitation, et Dieudonné, c'était 60 balles. Hein. Ah oui. Ah ouais. À se demander qui est le plus juif des deux. Hein, vraiment. Enfin voilà, pour revenir au social, j'ai l'immunité, j'ai le totem, je fais partie de la communauté. Enfin voilà, pour revenir. Ça, c'est Wo qui doit préciser. J'ai senti qu'il y avait une petite tension. Voilà, pour revenir aux socialistes, monsieur Valls, moi je sais que votre mère est suisse. Oui. Voilà. Je sais que le PS va mal. Mais pas assez pour que vous veniez le redresser. Pourtant, il y a une tentative. Hein. Voilà, non, venez pas nous faire une Barcelone. Faites comme lui, trafiquez du chocolat, c'est très bien. Et que ce soit clair, le PS descend pas lentement, il descend tranquille. Voilà. Bonne soirée. Bonne. Merci beaucoup, Alexandre, et merci à vous toutes et tous. Le point sur l'état de santé de la gauche, c'est fini, mais on a pris plaisir à jouer au docteur. Et donc, si tout va bien, la semaine prochaine, on continue. On parlera du Covid post-votation. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine. Bye bye.